La grande salle du Conseil galactique était plus grande que la plupart des villes. Des milliers d'êtres venus de toute la galaxie étaient assis sur leurs chaises flottantes, chacun représentant sa planète d'origine. L'air bourdonnait d'appareils de traduction transformant les langues extraterrestres en mots compréhensibles par tous. Aujourd'hui, ils étaient tous réunis pour discuter d'un même problème humain. L'ambassadeur Zetkara du domaine Vrex se leva de sa chaise. Sa peau grise était couverte d'écailles et ses yeux rouges brillaient tandis qu'il observait la salle. Les Vrex étaient l'une des races les plus anciennes et les plus puissantes de la galaxie. Lorsqu'il parlait, les autres écoutaient. Chers membres du Conseil, dit Zetkara d'une voix qui résonnait à travers la salle, nous sommes confrontés à une menace grandissante que nous ne pouvons plus ignorer. Les humains. Une vague de murmures se répandit dans la salle. Certains acquiescèrent, d'autres s'agitèrent, mal à l'aise. Il y a 50 ans, nous avons accueilli la Terre dans notre communauté. Setkara poursuivit. Nous pensions qu'il serait ça comme les autres nouvelles espèces, reconnaissant de nos conseils, heureux de suivre nos règles. Nous avions tort. Sur l'immense écran derrière lui, des images apparurent, des vaisseaux humains sillonnant l'espace. De nouvelles colonies se construisaient sur des planètes lointaines. Des accords commerciaux étaient signés avec des races extraterrestres plus petites. En seulement 50 ans, elles se sont répandues dans 12 systèmes stellaires. Leur population croît plus vite que celle de toute autre espèce. Leur technologie progresse à une vitesse jamais vue auparavant. Karas, la voix se fit plus dure, et leur diplomate, l'ambassadrice Katie Sullivan, a trop bien réussi à se lier d'amitié avec nos plus petites espèces. Dans la section humaine de la salle, l'ambassadrice Katie Sullivan était assise en silence. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns courts et au regard bienveillant. Elle portait le simple uniforme bleu du corps diplomatique terrestre. Autour d'elle était assise la petite délégation humaine, tous semblant mal à l'aise pendant que les Vrex parlaient. Les humains perturbent l'équilibre que nous maintenons depuis des millénaires, déclara Setkara. Ils remettent en question nos règles commerciales. Ils proposent de meilleurs marchés aux espèces que nous guidons depuis des siècles. Ils répandent leurs idées de liberté et d'égalité. Cela ne peut plus durer. Du fond de la salle, une voix très ancienne s'éleva. Tu parles de perturbation, jeune Vrex. Mais te souviens-tu pourquoi nous avons des règles? Te souviens-tu de la première loi? Tous les regards se tournèrent vers l'ancien conseiller Mordaunt du collectif éthéré. Il était si vieux que son espèce était devenue majoritairement composée d'êtres énergétiques. Sa silhouette vacillait telle une flamme bleue, tandis qu'il flottait sur sa chaise. Les éthérés étaient la plus ancienne race connue de la galaxie. Ils étaient présents lors de la formation du Conseil, bien avant les Vrecs ou toute autre espèce membre actuelle. La première loi est de l'histoire ancienne, dit Zetkara avec un geste dédaigneux. Une superstition d'une époque plus primitive. Vraiment, la voix de Mordun était douce, mais elle résonnait dans toute la salle. La première loi était écrite avec sang et feu. Elle fut créée après la Grande Purge, il y a 3000 ans. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé aux Hertanis? Le silence se fit dans la salle. Certaines espèces plus âgées s'agitèrent nerveusement. Les races plus jeunes semblaient confuses. Les Hertanis étaient fiers, comme toi, Zetka, forts
Ils régnaient sur leur partie de la galaxie depuis des millénaires. Puis, ils rencontrèrent une autre espèce. Une espèce qui semblait faible et émotive. Une espèce qui aimait ses enfants par-dessus tout. La silhouette de Morden s'illuminait tandis qu'il parlait. Les Ertanis pensaient pouvoir contrôler cette espèce en menaçant ce qu'ils aimaient le plus. Ils ont attaqué les enfants. Ils pensaient que cela affaiblirait et effrayerait les parents. « Que s'est-il passé ?» demanda un jeune délégué d'une espèce plus récente. « Les parents ont brûlé la galaxie », répondit simplement Morden. Ils n'ont pas seulement détruit les Hartanis, ils les ont effacés. Toute trace de leur civilisation, de leur histoire, de leur existence même a été effacée. Les survivants ont créé la première loi pour que cela ne se reproduise plus. Et que dit cette première loi ? Demanda Katie Sullivan, prenant la parole pour la première fois. Morden reporta son attention sur elle. Ne jamais faire de mal aux jeunes de toute espèce capables de voyager interstellaire, car leurs parents réduiront la galaxie en cendres. Zetkara rit, un rire rauque qui résonna dans la salle. Encore une superstition. Les humains ne sont pas les Veltars, ils sont doux. Ils privilégient tant la paix à la force. On peut les contrôler. Les Veltars, ils sont doux, ils privilégient la paix à la force. On peut les contrôler. Les Veltars, dit doucement Morden. Oui, c'était leur nom. J'avais presque oublié. Ils semblaient doux eux aussi, jusqu'à ce que leurs enfants soient menacés. Mais Zetkara n'écoutait pas. Il s'était tourné vers le conseil. Je propose une solution simple. Les humains ont 12 vaisseaux coloniaux en route vers le système Kepler 452. Ces vaisseaux transportent des familles, des enfants. Nous les interceptons. Nous formulons des exigences. Quand les humains verront que nous sommes sérieux, ils accepteront des limites à leur expansion. Vous ne pouvez pas être sérieux, dit Katie Sullivan en se levant, le visage pâle. Vous parlez de menacer des familles innocentes, des enfants. Je parle d'empêcher une guerre, répondit Zetkara. Mieux vaut agir maintenant, tant que c'est encore possible, que d'attendre que les humains deviennent trop forts pour s'arrêter. Le débat qui s'ensuivit dura des heures. Les espèces s'exprimèrent les unes après les autres. Certaines soutenaient le plan Vrex. D'autres avaient des doutes. Les espèces plus petites, dont beaucoup entretenaient de bonnes relations avec les humains, s'y opposaient. Mais les espèces plus grandes et plus puissantes voyaient les humains comme une menace pour leur autorité. L'ancien Morden parla à maintes reprises, tentant de leur rappeler les dangers, mais ses avertissements restèrent lettre morte. Les espèces plus jeunes n'avaient jamais entendu parler du Veltar ni de la Grande Purge. Les espèces les plus anciennes s'étaient convaincues que c'était de l'histoire ancienne, sans signification pour aujourd'hui. Finalement, le vote fut appelé. La grande salle se tut tandis que les résultats apparaissaient à l'écran. 847 voix en faveur de la proposition VIREX. 156 voix contre. La motion a été adoptée. La décision est prise, a annoncé le président du Conseil. Le Dominion VIREX interceptera la flotte humaine de la colonie à Kepler 442. Ils exigeront que la Terre accepte les limites de l'expansion humaine. Si les humains refusent, des pressions appropriées seront exercées. Katie Sullivan se leva de nouveau, la voix tremblante de colère. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Les humains ne sont pas comme les autres espèces.
Nous ne réagissons pas aux menaces contre nos enfants comme vous le pensez. On verra bien, dit Zetkara avec un sourire glacial. À la fin de la séance du conseil, l'ancien Mordon s'approcha de Katie Sullivan. « Je suis désolé, ambassadeur. J'ai essayé de les prévenir. Qu'est-il vraiment arrivé au Veltar ?» demanda Katie à voix basse. « Ils étaient devenus quelque chose d'autre, » répondit Mordon. Quelque chose que la galaxie n'avait jamais vu auparavant et qu'elle espérait ne jamais revoir. Prions pour que les humains soient différents. Mais Katie Sullivan pensait déjà aux vaisseaux coloniaux, aux familles à bord, à eux, aux enfants désormais en danger à cause d'une décision prise par des êtres qui avaient oublié les leçons de l'histoire. Créés par des êtres qui avaient oublié les leçons de l'histoire. Loin dans le système Kepler, le capitaine Jake Morrison dînait en famille à bord de l'UES Horizon. Sa femme Lisa racontait des anecdotes sur son travail à l'infirmerie. Leur fils Danny, âgé de 8 ans, était impatient de découvrir leur nouveau monde. Ils ignoraient que la mort les attendait, envoyés par ceux qui avaient oublié l'origine de la première loi. La flotte de la colonie humaine sillonnait l'espace telle une chaîne d'étoiles brillantes. 25 vaisseaux transportaient 50 000 personnes vers leur nouveau foyer, le système Kepler. Des familles avaient se vendu tout ce qu'elles possédaient sur Terre pour avoir une chance de vivre une nouvelle vie parmi les étoiles. Les enfants se collaient le visage contre les hublots, regardant défiler l'obscurité infinie de l'espace. Le capitaine Jake Morrison se tenait sur le pont de l'UES Horizon, le plus grand vaisseau de la flotte. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants et au regard calme. Il avait servi dans la marine spatiale terrestre pendant 20 ans avant d'accepter ce poste. Accompagner des familles vers de nouveaux mondes était différent du service militaire, mais il préférait cela. Il y avait de l'espoir, du travail, plutôt que de la peur. « Monsieur, nous détectons quelque chose grâce au capteur longue portée », rapporta le lieutenant Ben Carter depuis son poste. Plusieurs vaisseaux se dirigeaient vers nous. Jake s'approcha pour regarder l'écran. Des points rouges se dirigeaient vers eux depuis le système extérieur. « Combien ?»« 15 vaisseaux, monsieur. Ce sont des gros vaisseaux, de classe militaire. » Jake sentit un poids froid dans son estomac. Des vaisseaux militaires aussi loin promettaient des ennuis. « Pouvez-vous les identifier ?»« Ils fonctionnent. Ils sont dessus, monsieur. » Les doigts de Ben se déplacèrent sur ses commandes. Compris. Ce sont des vaisseaux Vrex, le groupe de combat du Dominion de Vrek. Le silence se fit sur la passerelle. Tout le monde connaissait les Vrex. C'était l'une des espèces les plus puissantes de la galaxie. Leurs vaisseaux étaient rapides et lourdement armés. Mais pourquoi seraient-ils là? « Ouvrez un canal avec tous les vaisseaux de la flotte, » ordonna Jake. « Dites-leur de rester calmes et de maintenir leur formation. Ensuite, essayez de contacter les Vrex. » L'écran principal vacilla et afficha le vaisseau Vrex. Il était massif et sombre, couvert d'armes. Un instant plus tard, un visage extraterrestre apparut à l'écran. L'amiral Krextul avait les traits typiques des Vrex, une peau grise et écailleuse, des yeux rouges et des dents pointues. Lorsqu'il parla, sa voix était froide et dure. « Flotte humaine, vous allez arrêter vos moteurs et vous préparer à l'abordage. » Jake s'avança. « Ici le capitaine Morrison de l'UES Horizon.
Nous sommes une flotte de colonies civiles en route vers Kepler 452b. Nous n'avons rien fait de mal. Vous existez, répondit Krextal. Cela suffit. Votre espèce se propage trop vite et consomme trop. Le Conseil galactique a décidé que les humains doivent accepter des limites. Quelles limites? Vous retournerez sur Terre. Vous abandonnerez vos efforts de colonisation. Vous accepterez qu'il existe des endroits dans la galaxie où les humains n'ont pas leur place. Jake sentit la colère monter en lui. Ce sont des familles, amiral, des gens qui cherchent un nouveau foyer. Nous avons le droit de voyager librement dans l'espace du Conseil. Les droits sont accordés par ceux qui ont le pouvoir. Krexel a dit que nous avons le pouvoir. Ne faites pas demi-tour et ne rentrez pas chez vous. Je ne peux pas faire ça. Ces gens ont tout abandonné pour cette chance. Nous continuerons jusqu'à notre destination. Les yeux rouges de Krextul brillèrent davantage. Alors vous en subirez les conséquences. L'écran devint noir. Autour du pont, des voyants d'alerte se mirent à clignoter. Les vaisseaux Vrex amorçaient leur tir. « Alerte rouge !» cria Jake. « Signalez à tous les navires de se préparer à des manœuvres d'urgence. » Mais les vaisseaux coloniaux n'étaient peut-être pas des navires de guerre. Ils étaient imposants et lents, conçus pour transporter familles et provisions, et non pour le combat. Le groupe de combat Vrex les encercla facilement. Les premiers coups de feu sont tombés sans prévenir. De puissants faisceaux d'énergie ont frappé l'UES New Hope, l'un des navires de la famille. Jake a regardé avec horreur. Les explosions déchiraient la coque du navire. Le navire transportait 2000 personnes, dont des centaines d'enfants. Ils visent la famille. « Section !» a rapporté Ben Carter d'une voix tremblante. Il frappe délibérément les zones où se trouvent les enfants. Jake saisit son communicateur. À tous les vaisseaux, ici Morrison. Protégez les familles. Emmenez les enfants dans les modules de secours. Mais c'était trop tard. Les Vrex avaient soigneusement planifié cette attaque. Ils savaient exactement où vivaient les familles sur chaque vaisseau. Leurs armes transpercèrent la coque et s'engouffrèrent dans les écoles, les terrains de jeu, les logements familiaux. Sur l'UES New Hope, les lumières s'éteignirent. Urgence. Les sirènes hurlèrent, tandis que l'air s'échappait par les trous du navire. Les parents appelaient leurs enfants en criant. Les enseignants tentèrent de mettre les élèves en sécurité, mais il n'y avait nulle part où aller. Lisa Morrison, l'épouse de Jake, se trouvait à l'infirmerie lorsque l'attaque commença. Elle prit sa trousse d'urgence et courut vers les sections familiales. Les couloirs étaient remplis de fumée et de débris flottants. Elle entendait des enfants pleurer quelque part dans l'obscurité. « Danny !» cria-t-elle. Leur fils de 8 ans se trouvait dans la zone de loisirs lorsque l'attaque avait commencé. « Danny, où es-tu » Elle le trouva près de la plateforme d'observation, flottant dans l'espace près d'une fenêtre brisée. Le champ de force d'urgence avait lâché et la pièce avait perdu tout son air. Le petit corps de Danny flottait parmi les jouets et les livres, aspirés par le vide. Lisa pressa son visage contre la fenêtre et hurla. Les yeux de son fils étaient clos, son visage paisible, comme s'il dormait. Mais elle savait qu'il était parti. Le froid de l'espace l'avait emporté en quelques secondes. Tout autour de la flotte, la même scène se reproduisait sans cesse. Les armes des Vrex étaient précises et mortelles. Ils ne cherchaient pas à détruire complètement les vaisseaux. Ils ciblaient des zones spécifiques où vivaient des familles.
Ce n'était pas une violence aveugle, c'était une terreur planifiée. Jake Morrison, debout sur sa passerelle, regardait le corps de son fils dériver devant la fenêtre principale. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix était ferme lorsqu'il parlait dans son communicateur. Tous les navires avec des moteurs en état de marche, ferme lorsqu'il parlait dans son communicateur. Tous les navires avec des moteurs en état de marche, préparez-vous à battre en retraite. Nous ne pouvons pas les combattre, nous devons sauver qui nous pouvons. Les Vrecs les ont laissés partir. Ils avaient fait valoir leur point de vue. L'amiral Craigstool envoya un dernier message. Souvenez-vous de ce jour humain. Souvenez-vous de ce qui arrive quand on n'écoute pas ses supérieurs. Les survivants. Les vaisseaux retournèrent péniblement vers la Terre. Derrière eux, ils laissèrent un champ de débris et de cadavres. Le bilan final fut terrible. 147 morts, dont 623 enfants. La plus jeune victime n'avait que 3 ans. Le plus âgé des enfants décédés avait 16 ans. La nouvelle parvint sur Terre avant les vaisseaux. Tous les humains de la galaxie virent les images. Des corps d'enfants flottant dans l'espace. Des parents pleurant sur de petites silhouettes enveloppées dans des couvertures de survie. Les restes calcinés d'aires de jeu et d'école. Sur Terre, la présidente Amanda Clark se tenait devant les caméras. Son visage était impassible, mais ses yeux brûlaient d'une lueur froide et dangereuse. Le Conseil galactique a fait un choix, a-t-elle déclaré. Ils ont choisi de cibler nos enfants. Ils croient que cela nous affaiblira. Ils croient que cela nous fera capituler. Elle marqua une pause, et lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était différente, plus dure. Ils ont tort. À partir de maintenant, toutes les colonies humaines sont évacuées. Tous les enfants humains sont transférés vers des lieux sûrs. Toutes les forces militaires humaines sont mobilisées. Le général Robert Hayes, commandant des forces de défense de la Terre, commença à donner des ordres. Tous les vaisseaux pouvant transporter des armes étaient convertis pour la guerre. Les usines civiles ont cessé de produire des voitures et des ordinateurs et se sont mises à fabriquer des missiles et des blindés. Mais le changement le plus effrayant concernait les gens eux-mêmes. Les humains avaient toujours été émotifs, mais cette émotion était désormais focalisée comme un rayon laser. Ils n'étaient pas en colère. La colère était un mot trop faible pour décrire ce qu'ils ressentaient. Ils étaient tout autre chose. Dans les centres de recherche de la Terre, les scientifiques travaillaient sans relâche sur de nouvelles armes. Le Dr Benjamin Price, directeur du département de physique expérimentale, avait un regard nouveau. Le même regard que tous les humains avaient vu les images de la flotte coloniale. « Sur quoi travaillez-vous » demanda son assistant. « Quelque chose qui garantira que cela ne se reproduise plus jamais » répondit Price. « Quelque chose qui apprendra à la galaxie pourquoi les humains protègent leurs enfants. » Aux confins de l'espace humain, des vaisseaux marchands commencèrent à disparaître. Les comptoirs de Vrek se turent. Personne ne revendiquait la responsabilité, mais tout le monde savait. Les humains avaient commencé leur réponse. L'ancien Morden, observant depuis ses appartements sur Nexus Prime, envoya des messages urgents à toutes les espèces qu'il pouvait contacter.
Le message était toujours le même. Ils avaient réveillé la malédiction des tueurs d'enfants. Préparez-vous à l'incendie. Mais à travers la galaxie, la plupart des êtres pensaient que l'ancien. Les humains éthérés étaient dramatiques, doux et pacifiques. Quels dégâts pouvaient-ils réellement causer? Ils allaient le découvrir. 3 mois après l'attaque de la flotte coloniale, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire à travers la galaxie. Le comptoir commercial de Vrek, en activité depuis des décennies, devint soudainement silencieux. Plus d'appels de détresse, plus d'explosions, plus de combats. Silencieux. Pas d'appels de détresse, pas d'explosions, pas de combats. Les stations étaient simplement vides lorsque d'autres vaisseaux arrivèrent pour les surveiller. La première à disparaître fut la station Ketmore, aux confins de l'espace humain. C'était un petit avant-poste où les marchands Vrex vendaient des armes et des pièces détachées de vaisseaux à quiconque possédait suffisamment de crédit. Lorsqu'un cargo zéphyrien s'y est amarré pour s'approvisionner, il a découvert la station complètement abandonnée. La nourriture était encore chaude à la cafétéria. Les écrans d'ordinateur fonctionnaient encore. Mais tous les VRX avaient disparu. La même chose s'est produite dans 12 autres stations au cours des semaines suivantes. Aucun signe de violence, aucun dommage aux installations. Le VRX avait tout simplement disparu, ne laissant derrière lui que des couloirs vides et une odeur de peur. L'amiral Susan Chen se tenait sur le pont de l'UAS Retribution, le vaisseau de guerre le plus récent et le plus dangereux de l'humanité. C'était une petite femme aux cheveux noirs courts et aux yeux qui semblaient tout voir. Avant l'attaque de la flotte coloniale, elle était capitaine exploratrice, cartographiant de nouveaux systèmes stellaires pour une colonisation pacifique. Elle commandait désormais un vaisseau que la galaxie n'avait jamais vu auparavant, une flotte de guerre humaine construite dans un seul but. « Rapport d'étape », dit-elle à son équipage, « vaisseau de patrouille. Rex détecté à la grille 7 Alpha signalé. Commandant Paul Davis, ils effectuaient une mission d'escorte standard sur une route commerciale. Combien sont à bord? Les capteurs indiquent 43 membres d'équipage Vrex, monsieur. Susan acquiesça. Commencez la récolte. Le Rétribution s'est rapproché du vaisseau Vrex, mais n'a pas attaqué avec des armes. À la place, il a utilisé un nouveau moyen. Un rayon bleu a jailli du vaisseau humain et a encerclé le vaisseau Vrex. Les moteurs du vaisseau extraterrestre cessèrent de fonctionner. Leurs communications furent aussi coupées. Leurs systèmes de survie commencèrent à lâcher. À l'intérieur du vaisseau Vrex, l'équipage paniquait. Ils n'avaient jamais vu une telle technologie auparavant. Leur capitaine, un guerrier vétéran nommé Vextara, tenta d'envoyer un appel de détresse. Mais rien n'y fit. Les humains avaient réussi à prendre le contrôle de leur vaisseau sans même tirer un seul coup de feu. Le rayon bleu entraîna le vaisseau Vrex dans la soute du Retribution. Lorsque les portes de la soute se refermèrent, des soldats humains en armure noire montèrent à bord du vaisseau extraterrestre. Mais ils ne tuèrent pas l'équipage Vrex. Au lieu de cela, ils firent pire. « Tu vas assister à quelque chose », dit le commandant humain à Vexitara. « Vous allez voir ce que votre peuple a fait à nos enfants, et vous en garderez le souvenir toute votre vie. » L'équipage Vrex a été contraint de rester assis sur des chaises,
pendant que des écrans leur montraient les images de l'attaque de la flotte coloniale. Ils ont vu les corps des enfants flotter dans l'espace, ont entendu les parents crier, ont vu Danny Morrison, 8 ans, dériver devant la caméra, son petit visage paisible dans la mort. « Voilà ce que vous avez fait », a dit le commandant humain. « Voici ce que vos chefs ont ordonné. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous sommes là. » Après des heures de visionnage, l'équipage Vrex a été libéré. Leur vaisseau a été réparé. On leur a donné assez de carburant pour atteindre le monde Vrex le plus proche. Mais ils avaient changé. L'horreur de ce qu'ils avaient vu les avait brisés. Nombre d'entre eux refusaient de servir dans l'armée Vrex. Certains sombraient dans la folie, pris de culpabilité. Ce phénomène se reproduisit sans cesse dans tout l'espace Vrex. Des vaisseaux humains apparurent tels des fantômes, capturèrent des vaisseaux Vrex, montrèrent aux équipages des images d'enfants morts, puis les relâchèrent. Ce n'était pas une guerre traditionnelle. C'était quelque chose de bien plus efficace. Le capitaine Jake Morrison commandait désormais son propre vaisseau, l'UES Horizon reconstruit. Le nom était le même, mais tout le reste était différent. Ce nouvel horizon était conçu pour la guerre, sa coque noire comme l'espace et criblé d'armes qui défiaient les lois de la physique. Jake se tenait dans ce qui était autrefois une salle de loisirs, mais qui servait désormais de centre de commandement pour les opérations spéciales. Au mur étaient accrochées les photos des 623 enfants morts lors de l'attaque. Au centre, une grande photo de son fils Danny, souriant, tenait un vaisseau spatial miniature. « Monsieur, nous avons localisé la colonie de Vrex à Helix Prime. Le lieutenant Sarah Kim a rapporté une population d'environ 50 000 habitants. Défense légère. » Jake a étudié l'affichage tactique. Helix Prime était une planète agricole où les familles Vrex cultivaient de la nourriture pour leurs militaires. Ce n'était pas une cible stratégique en temps de guerre normale, mais ce n'était pas une guerre normale. « Démarrez le protocole d'évacuation », ordonna Jake. L'UES Horizon apparut en orbite autour d'Helix Prime sans prévenir. Les satellites de défense VRX tentèrent de se verrouiller sur le vaisseau humain, mais leurs armes ne le trouvèrent pas. L'horizon existait dans l'espace normal et ailleurs en même temps, grâce à la technologie développée par le Dr Benjamin Price dans les mois qui suivirent l'attaque de la colonie. Jake ouvrit un canal de communication avec la planète située en dessous. Ici le capitaine Morrison de la flotte humaine. Vous avez 24 heures pour évacuer ce monde. Tout civil restant après ce délai sera considéré comme une cible militaire. La gouverneure planétaire Vrex, une femme nommée Cassandra, apparut à l'écran. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne sommes pas des soldats. Nous sommes des agriculteurs et des familles. Tout comme les gens sur nos vaisseaux coloniaux, répondit Jake. Vous avez 24 heures. Les humains ne bluffaient pas. Alors que l'évacuation commençait, d'autres vaisseaux humains arrivèrent dans le système. Ils établirent un blocus autour de la planète, autorisant le départ des vaisseaux civils, mais détruisant tous les vaisseaux militaires qui approchaient. Le message était clair. Les Vrex pouvaient sauver leur peuple, mais pas leur monde. Une fois le délai expiré, les vaisseaux humains se mirent au travail. Ils ne larguèrent ni bombes, ni armes énergétiques. À la place, ils libérèrent des nuages de minuscules machines appelées nanites, qui dévorèrent et évrèrent le métal et la pierre. Les nanites consumèrent les villes, les fermes, les routes.
tout ce que les Vrex avaient construit au fil des siècles. En quelques jours, Helix Prime fut dévasté. Les nanites laissèrent le sol et l'eau intacts, mais toute trace de civilisation Vrek avait disparu. La planète pouvait abriter la vie, mais il faudrait des générations pour reconstruire ce qui avait été perdu. Ce schéma se répétait dans tout l'espace Vrek. Les forces humaines ne cherchaient pas à conquérir de territoire. Elles aspiraient à une solution plus complète. La destruction totale de la civilisation Vrek. Chaque base militaire, chaque bâtiment gouvernemental, chaque symbole du pouvoir de Rek fut systématiquement effacé. Sur Nexus Prime, le feuilleton galactique, le Conseil observa la scène avec une horreur croissante. L'ambassadrice Katie Sullivan, désormais vêtue de vêtements de deuil noir, était assise dans la section des humains et ne disait rien. Lorsque d'autres délégués tentèrent de lui parler, elle ne répondit que par 4 mots. « Vous avez tué nos enfants !» Le conseiller Zetkara, qui avait proposé l'attaque contre la flotte coloniale, tenta d'organiser une riposte. « Les humains sont devenus fous !» déclara-t-il au conseil. Il fallait les arrêter avant qu'ils ne détruisent tout. Mais les autres espèces avaient peur d'agir. Les humains avaient montré de nouvelles armes que personne ne comprenait. Leurs vaisseaux pouvaient apparaître n'importe où, sans prévenir. Leur technologie semblait enfreindre les lois fondamentales de la physique. L'ancien Mordon flottait dans sa chambre, observant les rapports provenant de toute la galaxie. L'éthéré vivait depuis des millénaires, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Les humains ne se livraient pas seulement à une guerre. Ils se transformaient en quelque chose que la galaxie n'avait jamais connu. « Combien de temps faudra-t-il avant que les Vrex se rendent ?» demanda son assistant. « Les Vrex ne se rendront jamais, » répondit Morden. « Leur fierté ne le leur permettra pas. Mais peu importe. Les humains ne cherchent pas à se rendre, ils cherchent l'extinction. » Sur Terre, la présidente Amanda Clark recevait des rapports quotidiens sur la guerre. Les pertes humaines étaient quasi nulles. Les pertes militaires de Vrek étaient totales. Mais le coup était visible sous d'autres aspects. Les humains qui revenaient du combat étaient différents, plus durs, plus froids. Ils avaient trop vu et trop fait pour redevenir les mêmes. Dr. Benjamin Price travaillait dans son laboratoire, créant de nouvelles armes plus vite que l'armée ne pouvait les déployer. Sa dernière invention pourrait rendre des systèmes stellaires entiers inhabitables. Lorsque son assistant lui demanda pourquoi il construisait des choses aussi terribles, Price lui montra une photo sur son bureau. On le représentait avec sa fille Emma, qui avait été à bord d'un des vaisseaux de la colonie. Elle avait 7 ans sur la photo, riant en jouant avec un chiot. Elle était morte lorsque les Vrex avaient attaqué la résidence familiale. Parce qu'ils ont pris tout ce qui comptait, disait Price. Maintenant, nous leur prenons tout. La guerre n'avait que 3 mois, mais déjà la galaxie était en pleine mutation. Les espèces qui avaient régné pendant des millénaires observaient avec inquiétude les vaisseaux humains patrouillant leurs frontières. Les routes commerciales, sûres depuis des siècles, portaient désormais des avertissements concernant des patrouilles humaines et quelque part dans l'obscurité entre les étoiles. Les dirigeants Vrex comprirent enfin ce qu'ils avaient éveillé, mais cette compréhension arriva trop tard. Les humains n'étaient plus les paisibles explorateurs qui avaient rejoint le Conseil galactique 50 ans auparavant. Ils étaient devenus quelque chose de complètement différent,
quelque chose qui ne s'arrêterait pas tant que toute trace de ceux qui avaient fait du mal à leurs enfants ne serait pas effacée de l'existence. 6 mois après l'attaque de la flotte de la colonie humaine, le docteur Benjamin Price se tenait dans son laboratoire, observant quelque chose qui ne devrait pas exister. L'appareil posé sur sa table n'était pas plus gros qu'une mallette, mais il contenait suffisamment d'énergie pour détruire une étoile. Les équations qui le sous-tendaient n'avaient aucun sens compte tenu de tout ce que la galaxie savait de la physique, mais ils fonctionnaient. « En êtes-vous sûr ?» demanda son assistante, le docteur Rachel Stone. Elle était l'une des rares personnes sur Terre à comprendre ce que Price avait créé. Une fois que nous aurons utilisé cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Price regarda la photo de sa fille, Emma, sur son bureau. Elle lui sourit depuis la photo, éternellement âgée de 7 ans, éternellement innocente. Ils ont franchi une limite en tuant nos enfants. Maintenant, nous leur montrons ce qui se passe lorsqu'on met les humains en colère. Ce dispositif s'appelait un perturbateur à résonance quantique. En termes simples, il pouvait pénétrer à l'intérieur d'une étoile et en modifier le fonctionnement. Au lieu de brûler sans interruption pendant des milliards d'années, l'étoile s'effondrerait et exploserait en quelques heures. Price en avait construit 12. L'amiral Susan Chen reçut les nouvelles armes à bord du Retribution. Son vaisseau s'était agrandi au fil des mois, ajoutant de nouvelles sections dotées de technologies inimaginables pour la plupart des espèces. Le Retribution n'était plus seulement un navire de guerre. C'était une usine mobile destinée à la construction d'engins destinés à anéantir les civilisations. Cible confirmée, rapporta le commandant Paul Davis. Vrex Prime, planète natale du Dominion Vrex, compte 8 milliards d'habitants. Suzanne étudia l'écran tactique. Vrex Prime était le cœur de l'Empire ennemi. Il était protégé par des milliers de satellites de défense, des stations de combat orbitales et la plus grande flotte spatiale de la galaxie. Aucun vaisseau ne l'avait jamais défié auparavant. « Emmenez-nous », ordonna Suzanne. Le Retribution n'approcha pas Vrex Prime par l'espace normal. Il utilisa plutôt la technologie de manipulation dimensionnelle développée par les scientifiques humains. Le vaisseau existait dans plusieurs réalités à la fois, apparaissant et disparaissant tel un fantôme. Les capteurs Vrex pouvaient parfois le détecter, mais leurs armes ne parvenaient jamais à le verrouiller. Le capitaine Jake Morrison mena l'assaut à bord de son vaisseau, l'UES Horizon. Alors qu'ils approchaient de la planète natale des Vrex, il ouvrit un canal de communication qui atteindrait tous les Vrex de la planète. « Ici, le capitaine Morrison de la flotte humaine, » dit-il, d'une voix calme et froide. « Il y a 6 mois, vos dirigeants ont ordonné une attaque contre nos vaisseaux coloniaux. Ils ont délibérément ciblé les zones où vivaient nos enfants. 623 enfants innocents sont morts parce que votre peuple a cru pouvoir utiliser notre amour pour nos familles comme une arme contre nous. Sur Vrex Prime, des milliards d'extraterrestres ont interrompu leurs activités pour écouter. Les vaisseaux humains étaient apparus sans prévenir dans leur zone la plus fortement défendue. Leur chef leur avait dit que les humains étaient si faibles et émotifs, mais la voix qui leur parlait était celle de la mort elle-même. « Nous sommes venus réclamer ce que vous nous avez pris, » poursuivit Jake. « Vous ne pouvez pas nous rendre nos enfants, mais vous pouvez apprendre ce que signifie perdre tout ce qui vous est cher. » La flotte de
de défense Vrex s'élança pour attaquer les vaisseaux humains, mais en vain. Les armes humaines transpercèrent leurs boucliers, comme si elles n'étaient pas là. Les missiles Vrex explosèrent avant d'atteindre leur cible. Des rayons d'énergie qui auraient dû détruire les vaisseaux humains les traversèrent de plein fouet. L'amiral Krekstal, le même Vrex qui avait ordonné l'attaque de la flotte coloniale, commandait la défense de sa planète natale. Il assistait avec une horreur croissante à la destruction de sa puissante flotte, navire par navire. Les humains ne se contentaient pas de les vaincre, ils jouaient avec eux. « Comment font-ils cela » hurla-t-il à son officier scientifique. « Je l'ignore, monsieur. Leur technologie fonctionne selon des principes que j'ignore, monsieur. » Leur technologie fonctionne selon des principes que nous ne comprenons pas. C'est comme s'ils avaient réécrit les lois de la physique. À la surface de Rex Prime, le réseau de défense planétaire s'est activé. D'énormes canons à énergie ont émergé de bunkers cachés et ont tiré sur les vaisseaux humains. Les rayons étaient assez puissants pour fendre une lune en deux, mais ils ont traversé les vaisseaux humains sans effet. Le vaisseau de Jake Morrison, l'UES Horizon, se matérialisa juste au-dessus de la capitale. Il était si proche que les citoyens de Vrek pouvaient le voir. Il brisa leurs fenêtres. Le vaisseau était suspendu là, telle une épée noire pointée sur leur cœur. Vous avez 1 heure pour évacuer ce monde. Jake a annoncé que nous allons apprendre à votre fils à mourir. Le processus prendra 3 ans, ce qui vous laissera le temps de sauver votre peuple, mais votre monde deviendra inhabitable. L'annonce a semé la panique à travers Vrex Prime. 8 milliards d'extraterrestres ont commencé à tenter de fuir leur monde d'origine en même temps, mais il n'y avait pas assez de vaisseaux. Le temps manquait. Les Vrex n'avaient jamais prévu l'évacuation complète de leur planète. Le vaisseau de l'amiral Susan Chen, le Retribution, se dirigea vers le soleil de Vrex Prime. L'étoile, ancienne et stable, brûlait paisiblement au centre du système. Elle avait donné vie aux Vrex pendant des millions d'années. Bientôt, elle leur apporterait la mort. « Déployez le disrupteur », ordonna Susan. Le disrupteur à résonance quantique fut lancé vers l'étoile. C'était un tout petit objet, pas plus grand qu'un jouet d'enfant, mais il annonçait la fin d'une civilisation. Lorsqu'il atteignit la surface du Soleil, il s'enfonça profondément dans le feu nucléaire au cœur de l'étoile. Les changements commencèrent immédiatement. La lumière du Soleil commença à vaciller. Des éruptions solaires éclatèrent à sa surface. Le champ magnétique de l'étoile se tordit et se déforma. Les scientifiques du VRX, observant la scène depuis leurs observatoires, comprirent ce qui se passait et hurlèrent de terreur. « Ils sont en train de détruire notre Soleil », rapporta le docteur Vachitar, astronome en chef du Vrex, à son gouvernement. Les humains ont déstabilisé les réactions nucléaires au cœur de l'étoile. Le processus est irréversible. Sur Nexus Prime, le Conseil galactique a observé les événements survenus à Vrex Prime avec stupeur. Des espèces ayant existé pendant des millions d'années étaient assises sur leurs chaises et tentaient de comprendre ce qu'elles voyaient. Les humains ne se contenteront pas de détruire une planète, ni même un système solaire. Ils commettaient un acte d'une telle ampleur qu'ils remettaient en cause l'ordre fondamental de la galaxie. Cela doit cesser, a déclaré l'ambassadeur Teclone du syndicat zéphirien. Les humains
ont dépassé toute raison. Ils détruisent l'une des plus anciennes civilisations de la galaxie. Katie Sullivan, l'ambassadrice humaine, se leva lentement. Elle n'avait pas pris la parole dans la salle du conseil depuis des mois. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était basse, mais tous les êtres présents l'entendirent. « Les Vrex ont détruit nos enfants, dit-elle. Vous pensiez qu'il n'y aurait aucune conséquence. Mais c'est un génocide, protesta Téclone. Vous tuez des milliards d'êtres innocents. Nous leur donnons le temps d'évacuer, répondit Katie. Plus de temps que les Vrex n'en ont donné à nos enfants. Nos fils et nos filles n'ont reçu aucun avertissement. Ils sont morts en quelques secondes, aspirés dans l'espace pendant qu'ils dormaient ou jouaient. Les Vrex ont 3 ans pour sauver leur peuple. L'ancien Morden flottait sur sa chaise, observant le débat avec un regard ancien. Il avait vu l'ascension et le déclin d'innombrables civilisations, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Les humains ne conquéraient pas les Vrex, ils les anéantissaient. « Parle-nous des Veltars », demanda Téclon au vieil éthéré. « Raconte-nous ce qui s'est réellement passé il y a 3000 ans. » La silhouette de Morden vacilla tandis qu'il accédait à des souvenirs d'un passé lointain. Les Veltars, c'étaient des explorateurs, tout comme les humains. Curieux et amicaux, ils avides d'en savoir plus sur les autres espèces. Les Ertanis pensaient que cela les affaiblissait. Que firent les Ertani? Ils capturèrent un vaisseau de colonisation Veltar. À son bord, 300 familles voyageaient vers un nouveau monde. Les Artani tentaient les enfants devant leurs parents, exigeant que les Veltars se soumettent à leur domination. Le Go. La salle du conseil était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des appareils de traduction. Les Veltars accédèrent à toutes leurs demandes. Morden continua. Ils abandonnèrent leurs armes, leur technologie, leur liberté. Ils devinrent esclaves pour sauver leurs enfants. Mais les Hartani tuèrent quand même les enfants. Ils disaient que c'était pour donner une leçon de pouvoir aux Veltars. Et ensuite, les Veltars ont changé. En un an, ils avaient développé des armes capables de détruire les étoiles. En 5 ans, ils avaient effacé toute trace de la civilisation Heartani de la galaxie. Chaque monde, chaque station, chaque vaisseau. Les Heartani avaient régné sur plus d'1 millier de systèmes stellaires. Lorsque les Veltars furent achevés, il n'y avait aucune preuve de l'existence des Heartanis. Les clones fixèrent le vieil éthéré. Qu'advint-il des Veltars après leur départ de la galaxie? Ils dirent qu'elle était trop petite pour des êtres comme eux. Certains prétendirent avoir découvert d'autres galaxies à explorer. D'autres crurent avoir transcendé l'existence physique. Mais avant leur départ, ils nous ont aidés à créer la première loi. Sur Vrex Prime, l'évacuation se poursuivit dans le chaos. Des millions de Vrex s'entassèrent dans des vaisseaux conçus pour en transporter des milliers. Des familles furent séparées. Des enfants pleuraient leurs parents, qu'ils ne reverront jamais. Les plus chanceux s'enfuirent vers d'autres mondes. Les plus malchanceux restèrent sur place pour regarder leurs fils mourir lentement. Jake Morrison, debout sur sa passerelle, observait les épaves fuir, leur monde natal. Il n'éprouvait aucune satisfaction, aucune joie dans leur souffrance. Il n'y avait qu'un vide glacial là où se trouvait son cœur. Son fils Danny était toujours mort.
Sa femme Lisa passait ses journées à contempler le vide, brisée par le chagrin. La victoire ne leur rendrait pas ce qu'ils avaient perdu, mais elle garantirait qu'aucun autre parent n'aurait à ressentir cette douleur. Le docteur Benjamin Price surveillait le perturbateur quantique depuis son laboratoire terrestre. L'appareil fonctionnait parfaitement. Le soleil de Vrex Prime continuerait de brûler pendant exactement 3 ans, 2 mois et 16 jours. Puis il s'effondrerait en un trou noir, emportant avec lui le système tout entier. Il avait 11 autres perturbateurs prêts à être déployés. Les Vrex possédaient d'autres mondes coloniaux, d'autres soleils qui réchauffaient leurs enfants. Price avait l'intention de tous les tuer. 1 an après l'attaque de la flotte coloniale humaine, le soleil de Vrex Prime commença à vaciller comme une bougie mourante. La fière planète natale du Dominion Vrex n'était plus qu'un rocher froid et vide, dérivant dans l'espace. 8 milliards de Vrex étaient dispersés dans des camps de réfugiés sur des mondes lointains. Leur puissant empire n'était plus qu'un souvenir. Mais l'humanité n'était pas finie. Le Conseil galactique fit une dernière tentative désespérée pour arrêter ce qu'ils appelaient désormais la tempête humaine. Une flotte massive de vaisseaux de 50 espèces différentes s'était rassemblée aux confins de l'espace humain. Il s'agissait de la plus grande force militaire jamais rassemblée dans l'histoire galactique. Généraux et amiraux venus de toute la galaxie commandaient des vaisseaux représentant des milliers d'années de progrès technologiques. L'amiral Susan Chen les accueillait avec un seul vaisseau. L'UES Retribution était suspendu dans l'espace devant l'énorme flotte extraterrestre, tel un minuscule point noir contre un mur d'acier. Le vaisseau humain était éclipsé par les imposants vaisseaux extraterrestres, dont certains avaient la taille de petites lunes, mais personne ne riait plus de la différence de taille. Ici, l'amiral Thane de la flotte galactique combinée, disait la transmission. Vous vous rendrez immédiatement et vous soumettrez à la justice galactique pour vos crimes contre le peuple Vrex. Susan Chen se tenait seule sur sa passerelle. Son équipage avait été réduit à 12 humains, mais le vaisseau fonctionnait désormais tout seul. La technologie humaine avait tellement progressé au cours de l'année écoulée que les êtres organiques étaient à peine nécessaires au fonctionnement de leur vaisseau. « Vous voulez voir un crime ?» demanda Suzanne dans son communicateur. « Laissez-moi vous en montrer un. » Sur l'écran principal, elle montra des images de l'attaque du vaisseau colonial. Les mêmes images gravées dans l'esprit de chaque être humain. Des corps d'enfants flottant dans l'espace. Des parents hurlant dans l'obscurité. Danny Morrison, 8 ans, passant devant la caméra, les yeux fermés, à jamais. Les Vrex ont agi délibérément, poursuivit Suzanne. Ils ont ciblé les quartiers où vivaient nos enfants. Ils ont tué 623 garçons et filles innocents, pensant que cela nous affaiblirait. La voix de l'amiral Thane résonna, plus dure à présent. Cela ne justifie pas un génocide. Vous avez détruit une civilisation entière. Et nous ? Demanda Suzanne. Les Vrex sont toujours en vie, dispersés, sans abri, mais vivants. Nous leur avons accordé plus de pitié qu'ils n'en ont accordé à nos enfants. La flotte extraterrestre commença à se déployer, tentant d'encercler le vaisseau humain solitaire. Mais Suzanne ne s'inquiétait pas.
Elle était venue ici pour donner une dernière leçon à la galaxie. Vous voulez savoir à quoi ressemble le vrai pouvoir? Demanda-t-elle. L'US Retribution activait une arme que le docteur Benjamin Price avait achevée quelques jours auparavant. Il s'agissait d'un dispositif d'allumage stellaire capable de transformer instantanément n'importe quelle étoile en supernova. Suzanne la pointa sur un système stellaire vide à 50 années-lumière, un système sans planète et sans vie, à 50 années-lumière, un système sans planète et sans vie. L'arme fit feu, à 50 années-lumière, une étoile qui brûlait paisiblement depuis des milliards d'années, explosa soudain avec la fureur de la création elle-même. L'explosion fut si puissante qu'elle illumina le ciel nocturne d'une douzaine de mondes. L'énergie libérée équivalait à celle de toutes les armes de la flotte galactique tirant sans interruption pendant 1 million d'années. La flotte extraterrestre s'immobilisa. Chaque amiral, chaque général, chaque être doté d'yeux, pour voir compris ce qu'il voyait. Les humains pourraient détruire des étoiles à volonté. Ils pourraient anéantir des systèmes solaires d'une simple pression sur un bouton. Voilà ce que nous pourrions faire à vos planètes, dit doucement Suzanne. Voilà ce que nous pourrions faire à votre planète, dit doucement Suzanne. Voilà ce que nous pourrions faire à chaque étoile de la galaxie. Mais nous ne le ferons pas, car nous ne sommes pas comme vous. Nous ne faisons pas de mal aux innocents pour des raisons politiques. La réponse de l'amiral Thane survint après un long silence. Que voulez-vous? Le Conseil galactique est fini, répondit Suzanne. Il a prouvé qu'il ne pouvait protéger les innocents ni contrôler ses propres membres. Vous formerez de nouveaux gouvernements, des gouvernements qui reconnaîtront l'autorité humaine sur les lois galactiques. Et si nous refusions? Suzanne observa l'immense flotte extraterrestre qui entourait son vaisseau. Des milliers de vaisseaux, des millions d'êtres extraterrestres, tous impuissants face à la technologie humaine. Alors, nous deviendrons les monstres que vous pensez que nous sommes, dit-elle. Et chaque étoile de la galaxie brûlera une à une. Les vaisseaux extraterrestres commencèrent à réduire leurs armes. La grande flotte venue pour arrêter l'humanité fut la première à se rendre. Sur Terre, la présidente Amanda Clark se tenait dans le jardin commémoratif où les noms des. Les 623 enfants morts étaient gravés dans la pierre noire. Le nom de Danny Morrison y figurait, ainsi que celui d'Emma Price et de centaines d'autres. Elle lisait chaque nom chaque matin, se rappelant pourquoi l'humanité avait tant changé. L'ancien Morden arriva sur Terre 3 jours plus tard. L'ancien éthéré avait sollicité une rencontre privée avec les dirigeants humains. Il flottait dans son fauteuil du jardin du souvenir, son énergie vacillant dans la lumière matinale. « Vous avez réussi, dit-il doucement. Vous êtes devenus ce que sont devenus les Veltars, les nouveaux maîtres de la galaxie. » Le président Clark était assis sur un banc près de la pierre commémorative de Danny Morrison. « Nous n'avons jamais voulu cela. Nous voulions explorer, apprendre, nous faire des amis. » Parmi les étoiles. Mais ils t'ont privé de ce choix, répondit Morden. Ils t'ont forcé à devenir quelqu'un d'autre. Les dirigeants Vrex sont toujours en vie, dit Clark. L'amiral Krextul et les autres qui ont ordonné l'attaque. Ils vivent en exil sur la bordure extérieure.
Parfois, je pense à envoyer des vaisseaux à leur recherche. Mais tu ne l'as pas fait. Non, les tuer ne ramènerait pas nos enfants. Cela ne ferait que nous rendre encore plus semblables aux monstres que nous avons combattus. Ramener nos enfants. Cela ne ferait que nous rendre encore plus semblables aux monstres que nous avons combattus. Morden étudia le jardin commémoratif. Chaque pierre représentait une petite vie interrompue, un avenir qui n'existerait jamais. Que ferez-vous maintenant? Vous avez le pouvoir de gouverner la galaxie. L'utiliserez-vous? Nous l'utiliserons pour vous protéger, répondit Clark. Des flottes humaines patrouilleront les voies de navigation. Nous veillerons à ce qu'aucune espèce n'utilise plus jamais d'enfants comme arme de guerre. La galaxie sera en sécurité. Et si une autre espèce se dressait pour vous défier? Le regard de Clark devint froid. Alors ils apprendraient la même leçon que les Vrex. Il y a des limites à ne pas franchir. Le capitaine Jake Morrison commandait désormais la flotte commémorative qui gardait le site où les navires de la colonie avaient été attaqués. Ces navires flottaient quai à l'endroit même où son fils avait péri, surveillant le champ de débris transformé en monument. Chaque débris de l'attaque était conservé exactement là où il avait été trouvé. Jake se tenait dans ses quartiers, regardant les étoiles. Sur son bureau se trouvait une photo de Danny, et à côté, le journal de son fils. La dernière entrée, écrite la veille de l'attaque, lui brisait encore le cœur à chaque fois qu'il la lisait. On part découvrir les nouveaux mondes aujourd'hui. Papa dit qu'on va construire des villes et se lier d'amitié avec les extraterrestres. Les mondes d'aujourd'hui. Papa dit que nous allons construire des villes et nous lier d'amitié avec les extraterrestres. J'espère qu'ils nous aimeront. On frappa doucement à sa porte. « Entrez », appela-t-il. Lisa Morrison entra. Sa femme paraissait plus âgée maintenant, ses cheveux grisonnants et son visage marqué par le chagrin. Elle parlait rarement, passant le plus clair de son temps à l'infirmerie à soigner les réfugiés et les survivants. « Les nouveaux navires sont arrivés aujourd'hui, » dit-elle. Une centaine de navires supplémentaires à ajouter à la flotte du mémorial. Jake hocha la tête. « Bien, la galaxie doit se souvenir de ce qui s'est passé. Tiens, » Lisa alla se placer à côté de lui, près de la fenêtre. « Tu crois que Danny comprendrait ce que nous sommes devenus? » Jake resta silencieux un long moment. « Je pense qu'il comprendrait ce que nous sommes devenus. » Jake resta silencieux un long moment. « Je pense qu'il comprendrait pourquoi nous avons fait ça s'il approuverait. » La voix de Jake se brisa légèrement. « J'espère qu'il nous pardonnerait. » À travers la galaxie, un nouvel ordre prenait forme. Des vaisseaux humains apparurent dans des systèmes où les pirates opéraient depuis des siècles, les chassant grâce à une technologie qui semblait magique. Des routes commerciales dangereuses depuis des millénaires devinrent sûres sous la protection humaine. Les réfugiés Vrex s'adaptèrent peu à peu à leur nouvelle vie. Certains travaillaient dans les camps, aidant d'autres êtres déplacés. D'autres trouvaient du travail auprès d'espèces prêtes à les embaucher malgré leur passé. Quelques-uns rejoignirent même des équipages humains, cherchant la rédemption par le service. Mais la galaxie avait appris une leçon inoubliable. Dans les archives de chaque espèce majeure, de nouveaux avertissements ont été ajoutés à leurs archives historiques. Ne jamais nuire aux jeunes d'une espèce capable de voyager interstellaire. Ne jamais menacer les enfants comme arme de guerre. Les conséquences étaient trop terribles pour être imaginées.
Le docteur Benjamin Price a poursuivi ses recherches, mais son objectif avait changé. Au lieu d'armes, il travaillait désormais sur des moyens de réparer les dégâts causés par la guerre. Des technologies médicales qui pourraient sauver des vies, des technologies environnementales, des systèmes capables de restaurer des mondes morts, des outils pour créer plutôt que détruire. Il gardait la photo de sa fille sur son bureau, mais il avait ajouté quelque chose de nouveau à côté. Un petit panneau sur lequel était écrit « Pour ceux qui viendront après ». La galaxie était différente. Désormais, des vaisseaux humains patrouillaient dans le vide interstellaire. La loi humaine régissait le commerce et les voyages. La justice humaine protégeait les innocents et punissait ceux qui s'en prenaient aux enfants. Ce n'était pas l'avenir que l'humanité avait souhaité lorsqu'elle avait exploré les étoiles. Elle avait rêvé d'exploration et de découverte, d'amitié et d'émerveillement. Au lieu de cela, ils étaient non devenus les gardiens de la galaxie, toujours à l'affût, toujours prêts à réagir aux menaces contre les innocents. La première loi de la galaxie avait été réécrite dans le sang et le feu. On pouvait y lire « Ne faites jamais de mal aux jeunes de quelque espèce que ce soit, car leurs parents peuvent être humains, et les humains protègent leurs enfants par-dessus tout, même si cela signifie réduire la galaxie en cendres. » Dans son jardin commémoratif sur Terre, la pierre tombale de Danny Morrison portait une simple inscription en dessous. Il voulait se lier d'amitié avec des extraterrestres, indiquant, en lettres plus petites, qu'ils auraient dû le laisser faire.